Bonjour à tous, le système des retraites en France est la plus grosse arnaque du siècle et elle s'apprête à s'écrouler sous vos yeux. Qui que vous soyez, tous les mois vous cotisez fidèlement pour une retraite que vous ne verrez jamais. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale, j'ai invité Cédric O'Neill, fondateur de Bricks.co, une plateforme qui vous permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10 €. Il va vous partager en toute transparence dans cette masterclass le plan en 4 étapes pour reprendre le contrôle de votre retraite, de votre liberté financière et vous donner toutes les actions immédiates à mettre en place dès maintenant pour sécuriser votre confort à la retraite. Et je peux déjà vous l'assurer, dans quelques années, vous allez vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'avoir agi en conséquence avant que tout s'effondre. Rappelle-moi quel âge t'as déjà, Théo? 28 ans, moi. Ouais, bah toi, t'es vraiment dans la merde. Tu fais partie de ceux qui n'auront pas du tout de retraite en France. Alors, je sais que t'es suisse, t'es pas forcément concerné, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi le système de retraite français est un vrai Ponzi et pourquoi c'est la plus grosse des arnaques. Tu vois, en moyenne, un Français, il cotise à peu près 350 000 € sur une vie entière pour partir à la retraite. Et en fait, le système de retraite français est fait de telle sorte qu'il y a 100% de chance actuellement, d'un point de vue financier, que tu n'aies jamais cet argent. Et le pire dans tout ça, c'est que si on t'avait laissé placer cet argent, tu te retrouverais quasiment avec 1 500 000 €. Donc en plus, tu n'as pas perdu 350 000 €, tu as un coût d'opportunité à 1,5 million. Donc moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on explique concrètement ce qu'est le système de retraite français et comment ça fonctionne et pourquoi on en est arrivé là. Deuxièmement, qu'on voit étape par étape comment tu peux faire différemment et comment tu peux commencer à te créer une retraite complémentaire pour justement pas attendre après cette retraite française qui n'arrivera jamais. Et enfin, on verra toutes les ressources qu'on va pouvoir te donner et on donnera également à tous ceux qui nous regardent tous les outils nécessaires pour pouvoir calculer et avoir des calculateurs pour déterminer comment je fais pour me constituer une retraite et comment je fais pour surtout épargner et mettre de l'argent de côté tous les mois, parce que c'est souvent la première question qui revient de la part des personnes. Mais en fait, qu'est-ce que moi je peux mettre de côté et est-ce que j'ai besoin de mettre des grosses sommes d'argent? Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par voir ce système Ponzi des retraites françaises qui est un système complètement légal et qui est juste dingue. Personne n'en parle et pourtant ça va nous exploser à la gueule et ça sera potentiellement le plus gros scam financier qu'ait connu l'État français. T'es prêt? Let's go. On est parti. Alors Théo, concrètement, je t'explique comment fonctionne le système de retraite. Déjà, pour remettre du contexte, le système de retraite français a commencé après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Tu te retrouves avec un pays qu'il faut complètement reconstruire. L'économie est en plein boom, c'est pour ça qu'on l'a appelé les 30 Glorieuses. Et là, tout va bien. La majorité des hommes, malheureusement, sont morts à la guerre, ceux qui étaient en âge de partir à la retraite. Et donc, tu as toute une jeune génération qui arrive sur le marché du travail. Et tu as à ce moment-là à peu près 5 actifs, donc 5 personnes qui travaillent pour un retraité. Et donc, on invente le système de retraite après-guerre qui est un système par répartition. C'est-à-dire qu'on va prendre tout l'argent qui est… En tout cas, on va prendre une partie de l'argent directement taxé sur les salaires et on va le redonner directement aux retraités. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de taxer beaucoup parce que tu as 5 personnes qui travaillent pour un qui est à la retraite. Okay. Et donc, il n'y a pas du tout cette notion de capitalisation. Je mets de l'argent au travail et c'est les intérêts qui vont payer la retraite à ce moment-là, ce qui existe par exemple aux États-Unis. Le système de retraite par répartition, je ne me prends pas la tête. Tous les mois, je prélève de l'argent sur les salaires de ceux qui travaillent et je le donne aux retraités. Voilà. Je passe d'une poche à l'autre de cette façon-là. Puis, progressivement est arrivé un vieillissement de la population. Et là, on arrive en 2025 et on a 1,8 actifs pour un retraité. Donc, tu as une personne, 0,8 qui travaille pour un retraité. Sachant qu'on vient te prélever sur un travail en salaire net en France à peu près 30% de ce que tu gagnes en salaire net pour le donner à celui qui est à la retraite. Le salaire moyen en France, c'est à peu près 2 000 € par mois. Donc, si je viens là-dessus prélever des cotisations au niveau du patron et au niveau du salarié pour avoir 600 €, si je multiplie 600 € par 1,8, je me retrouve à peu près avec 1 100 € qui sont prélevés sur les actifs pour payer le salaire de celui qui est à la retraite. Le salaire, en tout cas la retraite de celui qui n'est plus actif. La problématique de ça, c'est que ta retraite, c'est 70% de ton salaire net que tu as touché en moyenne sur toute ta durée de travail. Et donc, on voit bien déjà qu'il y a un déséquilibre parce que si j'étais à 2 000 € et qu'on me reverse 70% de mes 2 000 € quand je suis à la retraite, on me reverse déjà 1 400 €. Et donc, on vient de dire que pourtant, il n'y a que 1 100 € qui sont prélevés sur ceux qui travaillent. Et donc, déjà, j'ai 300 € qui sont du déficit. Et donc, on se retrouve déjà avec un système en 2025 qui est déficitaire au niveau des retraites de 6 milliards par an. Donc, il y a 6 milliards qu'il faut trouver quelque part. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'État français qui s'endette pour ces 6 milliards. Et donc, qui est-ce qui paye la dette in fine? C'est ceux qui travaillent parce qu'on va te ponctionner plus d'une certaine façon. Donc, on te fait croire aujourd'hui que la dette
n'est pas les travailleurs qui la payent, mais d'une certaine façon, c'est les travailleurs qui vont finir par la payer, cette dette. Donc déjà, on voit qu'il y a un système qui est assez complexe. On ne veut pas prélever plus sur les entreprises en termes de cotisation, mais finalement, c'est les travailleurs qui se retrouvent avec une dette qui gonfle, qui gonfle. Aujourd'hui, en France, la dette moyenne par Français est de 50 000 €. Et donc, cette dette va continuer à croître. La problématique de tout ça, c'est que la population étant en train de vieillir et il y a une externalité qui est l'intelligence artificielle qui pense à croire qu'en tout cas, il y a beaucoup d'emplois qui vont être remplacés par des machines. Donc, on va baisser encore plus les actifs. On va baisser les actifs. Et donc, d'ici à 2050, on pense qu'il y aura un actif pour un retraité. Et donc là, si on reprend l'exemple de se dire qu'on vient taxer à hauteur de 30% du salaire ceux qui travaillent, ça ne fonctionne plus. Parce que tu vas avoir un gars qui gagne 2 000 € qui va être taxé à hauteur de 600 € par mois pour payer celui qui a une retraite à 1 400 € par mois. Et donc là, il y a une problématique qui va être triple. En fait, tu as 3 façons de répondre à cette problématique. C'est soit tu viens massivement endetter tous les ans la France, mais cette dette, il faudra un jour la rembourser. Parce que là, aujourd'hui, c'est 6 milliards par an de dettes liées aux retraites et on pense que dans les années 2050, très rapidement, on va être à 15 milliards tous les ans de dettes liées au système de retraite. Donc, c'est un système qui n'est pas tenable en fait dans la durée. Ou alors, on va devoir taxer bien plus les entreprises pour payer les retraites. Donc, en fait, tu donneras autant d'argent à ton travailleur que tu ne t'en donneras au système de retraite. Donc, ça augmente le coût de tout ce qui est produit en France et donc la France devient complètement improductive et non compétitive à l'extérieur. Ou alors, dernière solution, c'est d'allonger la durée du travail et ta durée en retraite va être moins longue. Tu vois, là aujourd'hui, tu peux partir en retraite à partir de 64 ans, à la condition que tu aies travaillé 43 annuités pleines. Le gouvernement veut passer à 67 ans là aujourd'hui et certains politiques disent déjà qu'on va devoir rallonger à 70 ans. Donc, on voit que potentiellement, on va se retrouver avec une retraite qui ne va arriver qu'à partir de 75-80 ans à un moment donné parce qu'il faudra bien équilibrer ce système de retraite d'un point de vue financier. Et la pire des choses qui puissent se produire, c'est que nos politiques n'aient pas le courage de faire des mesures. Et ça, c'est la pire des choses parce qu'en fait, que tu fasses une mesure ou une autre, elle est bonne, elle n'est pas bonne, on décide de l'accepter, mais que tu ne prennes pas de mesure à un moment donné fait que ça va mettre au tapis la France avec un risque de crédit fort qui pourrait faire imploser du jour au lendemain ton système de retraite et te retrouver avec toute une génération qui n'a plus sa retraite. Et on se rend bien compte du système de Ponzi qui est qu'un système de Ponzi, comment ça fonctionne, c'est les nouveaux entrants payent ceux qui sont déjà dans le système. Et donc là, au niveau du travail, on est exactement là-dedans. C'est les nouveaux actifs payent les retraités. Sauf que si tu n'as pas suffisamment de nouveaux actifs, en fait, tout ton château de cartes s'écroule. Donc tu vois, si on reprend ce que je viens de te dire, là on est exactement dans un système pyramidal, le système de retraite français, qui sont que les nouveaux entrants dans le système doivent payer ceux qui sortent. Et donc ça fonctionne de taxer pas beaucoup. Quand il y a beaucoup d'actifs, il y en a beaucoup qui travaillent pour peu de retraités. Mais quand tu inverses la pyramide et quand la pyramide vient s'inverser avec plus de retraités, imagine ça c'était retraité pour uniquement un travailleur, en fait tu te rends compte qu'il faut taxer 10 fois plus celui qui travaille pour qu'on puisse arriver à payer toutes ses retraites. Et donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un travailleur, mais il y ait beaucoup de travailleurs qui tout cela, ils soient toujours en travail pour qu'en fait, tu aies plusieurs étages qui soient en capacité de payer la retraite de la base qui grandit à la fin. Donc ça doit être une base toujours plus grande. Donc ça doit être une base toujours plus grande et donc ça oblige à repousser toujours l'âge de départ et on voit que la problématique, c'est encore une fois une problématique en France politique, de courage politique, d'arriver à prendre ces mesures même si tout le monde est au courant de cette problématique-là. Mais on voit aussi qu'en France, il y a une forte réticence à ça, de personnes qui sont tout de suite dans la rue à manifester dès qu'on veut leur repousser l'âge de départ à la retraite. Donc là, c'est ce qu'on a évoqué justement sur cette slide, qui est que dans les années 60, tu avais 4 actifs pour un retraité. En 2024, on est à 1,7, alors en fonction des chiffres, c'est 1,7, 1,8 par actif pour un retraité. Et en 2040, ça s'inverse. Et le pire qui puisse se produire, c'est qu'on ait plus de retraités que d'actifs qui travaillent. Et l'intelligence artificielle peut accélérer cette situation-là. Le déficit du système, il est énorme. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, c'est 6,6 milliards. On est en milliards d'euros par an. Et en 2050, entre 2040 et 2050, on peut passer jusqu'à 30 milliards de déficit par an si rien n'est fait. Et là, ça va mener à l'implosion du système parce qu'on voit que cette dette, il faut la financer. Et elle-même, cette dette, quand on emprunte vis-à-vis des marchés, on ne rembourse pas 30 milliards, on rembourse 30 milliards plus des intérêts. Donc, en fait, ça te crée un cycle sans fin et on va taxer ceux qui sont taxables, donc souvent les actifs, pour pouvoir rembourser ça, ou ceux qui possèdent du patrimoine immobilier, ils vont avoir des taxes foncières plus importantes, etc.
Donc ça crée en plus quelque chose de complètement inégal parce que pour rembourser les intérêts de la dette qui est produite, on va taxer uniquement ceux qui sont taxables et ceux qui travaillent. Mais donc là, c'est pour la France, ok, on voit que c'est pas incroyable. Et ça se passe comment dans les autres pays là? Alors, dans les autres pays, il y a plusieurs modèles qui existent. Là, on a parlé du système par répartition où je prends d'une poche, je donne à une autre poche. Il y a le système par capitalisation. Le système par capitalisation, c'est de dire, ce n'est pas une taxation du travail qui paye les retraites. Il y a un bout d'argent du travail qui est pris, qui est mis sur des placements financiers. Et c'est les intérêts de ces placements financiers qui viennent payer les retraites. Mais ces intérêts des placements financiers, donc c'est ce qu'on appelle la capitalisation. Ils prennent du temps à faire des intérêts, donc ça demande un certain temps, donc un temps long pour être en capacité d'avoir des produits financiers en bourse, en immobilier, qui sont capables de générer des revenus suffisants pour avoir ta retraite à la fin. Ce système par capitalisation, il marche de deux façons. Donc tu as le système à l'américaine très individualiste où c'est une capitalisation individualisée. Donc c'est-à-dire que quand je travaille, je peux déterminer une partie de l'argent que j'ai gagné en salaire tous les mois qui part dans un fonds de pension. Donc, c'est un fonds dédié au placement de ma retraite, donc de ma cotisation. Non, c'est géré par des sociétés privées, donc les fonds de pension. Les fonds de pension sont privés. Eux, leur job, tu vois, par exemple, on va te parler des fonds de pension des pompiers, de la gendarmerie. Donc, tu as des fonds de pension qui sont dédiés à des catégories de métiers en général. Ils vont prendre mon argent, donc une partie de mon argent. Ils vont le placer soit en bourse, soit dans des entreprises, soit dans de l'immobilier. Cet argent génère des revenus, ça fait grossir un capital. Une fois que j'ai 60 ans, je peux récupérer ce capital ou le laisser pour générer des revenus et c'est ces revenus qui me font ma retraite. C'est très individualisé dans la mesure où je choisis le montant que je veux mettre dans ce fonds de pension à travailler. Donc je peux mettre 100 euros par mois, comme 100 dollars par mois comme 1000 dollars par mois. Je peux ne rien mettre. Et surtout, si je n'ai pas capitalisé, je n'ai pas de retraite. Il n'y a pas de minimum social comme on peut avoir en France. Et ensuite, tu as ce qu'on a en Norvège, où là, tu as une capitalisation qui est collective, c'est-à-dire que tout le monde contribue à un fonds de pension qui est géré par l'État norvégien, d'ailleurs qui est un des fonds d'investissement les plus puissants au monde. Il n'y a pas une entreprise cotée en bourse qui n'a pas à son capital ce fonds d'investissement, qui génère des milliards tous les ans en revenus et en dividendes des actions dans lesquelles ce fonds de pension a investi. Ces dividendes vont payer la retraite des Norvégiens. Et là, c'est collectif parce qu'en fait, tu vas être prélevé à hauteur de 15-20% de ton salaire tous les mois. Ça va dans ce fonds de pension et après, c'est l'État norvégien qui redistribue en fonction de combien tu as capitalisé, mais ce qui permet aussi à ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé dans leur vie d'avoir une retraite minimale comme celle qu'on va retrouver en France. Et donc, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, de la capitalisation et un côté social parce que tu ne te retrouves pas sans retraite et on ne te laisse pas dans la rue si tu n'as pas capitalisé suffisamment toi de manière individualisée. Ok. Là, comme tu me disais avant, en regardant l'état du système de retraite en France, on voit que même s'il y a des petites solutions de pousser la retraite à plus tard ou bien taxer plus les actifs, on arrive vers une situation qui dégringole. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place et pourquoi est-ce que la France ne fait pas comme justement tu disais les États-Unis ou bien la Suède dans son système? En fait, la difficulté, comme je l'ai dit, c'est le système par capitalisation. Aujourd'hui, tout le monde tend à dire que c'est le meilleur, surtout la capitalisation collective. La difficulté, c'est le passage de l'un à l'autre, le système par répartition au système de capitalisation. Parce que le système par capitalisation, comme on l'a vu, il nécessite du temps long pour que l'argent au travail commence à produire des revenus. Ces revenus en plus par effet boule de neige, donc c'est les intérêts composés, on pourra vraiment y revenir dans la suite de la vidéo. Einstein disait, tu vois, que c'est la 7e merveille du monde, justement parce que c'est les intérêts qui produisent des intérêts et à un moment donné, ça grossit comme une boule de neige. Mais ce système-là, pour une personne qui a 50, 55 ans ou 60 ans et qui arrive sur la fin de sa vie au travail, c'est un peu tard, tu vois, pour le mettre en place. Donc, il faut qu'il y ait une bascule progressive. Et c'est pour ça que certains politiciens français disent bon, il faut vraiment qu'on y passe et on ne peut pas faire une bascule de 0 à 1 de manière immédiate. Donc, comment on fait pour avoir peut-être au début 15% de ce qui est prélevé en France sur de la capitalisation, puis 30%, puis 50%, etc. Mais il y a quelque chose de culturel en France qui est de dire, premièrement, attention à notre modèle social. Donc souvent les hommes politiques et tous ceux qui sont dans la rue, ils ont tendance à dire est-ce que ça ne va pas remettre en cause notre modèle social et est-ce qu'on n'est pas en train de basculer sur quelque chose de trop individualiste. Donc déjà il y a ce modèle français qui se perdrait un peu là-dedans et c'est pour ça que le switch ne se fait pas assez rapidement à mon sens. Et deuxièmement, c'est
quels sont les acteurs à qui on fait confiance pour gérer ces sommes d'argent qui sont très importantes. On a vu que l'État français, ce n'est pas le meilleur gestionnaire en termes de finances. Et donc, est-ce que ça doit passer par des gestionnaires financiers privés ou est-ce que c'est du public? Et donc là, il y a des vraies discussions pour savoir qui doit gérer ces masses d'argent qui seraient très très importantes. Mais ça serait la meilleure des façons en plus de relancer l'économie française en remettant de la liquidité et des masses d'argent très significatives dans le système français sur des boîtes françaises. Ok. Donc là, si je comprends bien, je ne peux pas juste moi reposer toute ma retraite sur le système français. Et donc, il faut que je revienne à une individualisation de ma retraite, que je la prenne en main moi-même en faisant de la capitalisation. Comment est-ce que je me lance là-dedans? Comment est-ce que ça fonctionnerait concrètement? Alors, c'est exactement ça. C'est l'objet de cette vidéo. C'est pas de dire que tout le système français va s'effondrer. C'est vraiment que la majorité des personnes qui vont nous regarder se posent des bonnes questions et se disent enfin, attention, je ne peux pas reposer uniquement sur un système français qui a financièrement toutes les chances de se casser la gueule. Et donc, comment je prends le problème suffisamment tôt pour le gérer moi-même? Parce que je pense qu'il n'y a personne qui est plus à même que toi pour gérer tes finances. Ça demande forcément que tu t'y intéresses. Et donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble quelles sont les façons pour toi de gérer concrètement ton argent. Et c'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans que c'est trop tard. C'est au contraire, il n'y a pas meilleur moment que de le faire là tout de suite. Ouais. Donc on va voir concrètement quelles sont les techniques que tu peux mettre en place qui sont très simples et il y a plusieurs règles à respecter. Je te propose qu'on avance. Ouais, super, let's go. C'est parti. Il adore ça. Alors déjà Théo, moi ce que je te propose c'est qu'on fasse un calcul simple pour te montrer que peu importe ce qui se passe, tu te fais arnaquer avec le système de retraite français. Et je vais te poser des chiffres. Moi, je souhaite à tout le monde de toucher sa retraite. Moi, à titre perso, j'y crois pas. J'y crois pas au fait que j'ai une retraite. En plus, je suis entrepreneur, donc ça fait longtemps que j'ai oublié la retraite, moi, de mon côté. Mais il n'y a pas meilleure personne, comme on le disait, que toi pour gérer ta retraite. Et donc, on va poser quelques chiffres sur papier et tu vas voir ce que je dis. Ouais. Donc, le salaire médian français, c'est de 2 000 € par mois par personne. Net. En net. Donc, là-dessus, sur les 2 000 € par mois net, ça a coûté à peu près 4 000 € en coût global à l'entreprise pour toi, pour te verser du 2 000 € net. Alors là-dessus, il y a des charges patronales. Donc ça veut dire que c'est plein de frais que les entreprises vont devoir payer avant de te verser ton salaire, quoi. Si tu veux, l'entreprise a débourse 4 000 €. Ouais. Là-dessus, tu as des charges salariales, des charges patronales. Et toi, à la fin, il te reste 2 000 € par mois. Okay. Dans ces charges salariales et patronales, on a dit qu'il y a à peu près 30% qui concernent la retraite. Donc ça fait 600 € par mois qui est de l'argent qui t'appartient et qui part sur le système de retraite par répartition. Mais en soi, c'est de l'argent qui t'appartient. Ouais. C'est toi qui tu as travaillé pour ces 600 € par mois. Mais moi, je ne les vois jamais passer. C'est directement mon employeur qui l'envoie. Qui l'envoie directement au système de retraite, notamment à l'URSSAF. Okay. On a dit que tu dois travailler en France 43 ans pleines. Donc, on va faire un calcul. 43 ans pleines pour donc pouvoir toucher la retraite. Pour pouvoir toucher la retraite. Donc, pendant 43 ans, tu vas cotiser 600 € par mois. Et donc, si on fait 43 ans, donc 43 fois 12 pour avoir le nombre d'années fois 600 € par mois, on va faire le calcul. Ça va nous donner, je vais prendre une calculatrice. Ça va faire 300. Mais on est proche des 350 000 €. Ouais. Donc tu vois, ça nous donne 310 000 €. Alors pour les puristes, 309 600 €. Donc on prend une nouvelle feuille, on a cotisé 309 600 € sur l'espace d'une vie entière pour sa retraite. Ouais. L'espérance de vie en moyenne est à peu près entre les hommes et les femmes, disons 84 ans. Donc tu as une espérance de vie de 84 ans. Tu pars à la retraite à 64 ans. Ce qui fait que pendant 20 ans, tu vas toucher 70% de ton précédent salaire. Donc 70% de 2 000 €, qui était ton salaire par mois. Fois 43. Ça te donne 1 400 € par mois de retraite qui t'est versée. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est combien, toi, tu as cotisé 309 600 €, combien l'État français va te redonner si tu n'as pas d'accident de vie entre-temps et si tu vas bien jusqu'à ton espérance de vie. Okay. Donc, ça fait, on a dit, 20 ans de retraite, pendant lesquels, donc fois 12, parce qu'il y a 12 mois, pendant lesquels, fois 1400. Et donc, tu l'as de tête? Non, je ne l'ai pas. Regarde la caméra, je ne veux pas dire conneries. Si vous l'avez de tête, bravo, vous aurez un code promotionnel BRICS pour pouvoir investir. 336.
Bravo. Tu l'as fait de tête? Non, je l'ai vu là. Tu l'as vu? Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as cotisé 309 000 €. On t'en reverse 336 000 €. Alors là, tu te dis, waouh, génial, c'est une super opportunité. J'ai gagné la différence. La différence, tu vas me dire que c'est 27 000 €. Ça fait à peu près 26 400 €. Et donc, tu as gagné 26 400 € entre ce que tu as cotisé et ce qu'on t'a redonné. En 43 ans. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Pourquoi c'est nul? Alors, vous qui nous regardez, n'allez pas dire que c'est bien. Parce que moi, je le vois souvent sur Internet, j'ai des mecs qui disent « Ah, mais c'est pas mal en fait ». Non, il n'y a pas pire rendement. En fait, on va faire un truc marrant qui va être de calculer le rendement. Donc, comment on fait pour calculer un rendement? Ton gain, on a dit qu'il était de 26 000 € sur 43 ans. Donc, on a 26 000 € qui sont divisés par la somme totale que tu as investie. Donc, 309 000 € pour simplifier les calculs, divisé par 43 ans, et tu te retrouves avec 0,1% par an de rendement. Difficile de faire pire, non? Difficile de faire pire. Bah, si, tu peux avoir un rendement négatif. Déjà, la bonne chose, c'est que tu n'es pas dans un rendement négatif. Tu aurais pu payer 310 000 € et l'État français ne te rend que 250 000 et là, tu te dis, je me fais vraiment enfler. Non, là déjà, si tu as une retraite, moi je pense encore une fois que tu n'auras pas de retraite, mais si tu as une retraite, tu es déjà à 0,1% par an de rendement, ce qui n'est pas un rendement négatif. Donc, bon, déjà, tu te dis, je ne perds pas d'argent par rapport à l'argent que j'ai cotisé. Maintenant, je vais t'expliquer. Pourquoi c'est le rendement, le pire rendement du monde? En fait, il n'y a aucun placement qui te rend du 0,1%. Quand tu places sur de l'immobilier, entre la valorisation de ton immobilier plus les loyers qui te sont reversés, en moyenne, tu es facile entre 5 et 10% par an. Quand tu places sur des placements financiers, la bourse sur les 50 dernières années a pris 10% de plus-value sur le prix des actions tous les ans. 100 fois plus. Donc c'est 100 fois plus. Donc si on te permettait de placer cet argent, tu aurais 100 fois plus. Et en plus d'avoir 100 fois plus, tu vas avoir les intérêts, par exemple les dividendes des actions, que tu vas pouvoir réinvestir. Parce que là, c'est uniquement sur l'épargne et on ne te verse pas les intérêts tous les ans que tu peux réinvestir. Et donc, tu n'as même pas la dynamique des intérêts composés. Donc, l'exercice qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est de se poser la question, bon, ben, si j'épargne 600 € par mois, ce qui est le montant qui m'est prélevé tous les mois sur mon salaire, donc si je le faisais moi-même et on me donnait cet argent et je le gérais moi-même. Combien ça me rapporterait? Et après, on verra toute la méthodologie pour le faire. Donc, si on prend une nouvelle feuille, le calcul, il est de se dire, si je place 600 € par mois de manière complètement automatisée sur un placement financier qui peut être de l'immobilier, de la bourse et qui va me rapporter 5% par an, disons, de dividendes que je pourrais réinvestir avec cette dynamique des intérêts composés, bon, ben, combien ça me donne à la fin? Donc, ça veut dire que 600 € par mois, je vais placer 7 200 € par an sur le produit financier. 7 200 €, on a dit déjà que tu allais travailler pendant 43 ans. Donc, on va… donc là, c'est exactement le même calcul que précédent. 336. On l'a fait, tu te retrouves avec 309 000. On avait 600. Dit 309 000 € qui sont épargnés. Donc, ça, déjà, c'est de l'épargne que tu vas récupérer qui t'appartient parce que c'est des dividendes. Donc, on ne va pas te le reverser, cette épargne. Elle est acquise, elle t'appartient. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ces 309 000 € pendant une durée de 43 ans. Investi à 5%. À 5%, combien ils t'ont rapporté? Alors là, on va faire nous-mêmes les calculs directement sur la calculatrice. Vous pouvez le faire chez vous. Le plus facile, c'est de demander à ChatGPT parce qu'il y a une équation qui est assez complexe. Donc, n'hésitez pas au niveau du prompt à bien lui rédiger le prompt par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc, nous, on va le faire de notre côté. On va vous donner le résultat. Alors, ChatGPT, est-ce que tu peux nous donner quel est le montant de capitalisation qui est généré si j'épargne 600 € par mois sur un placement financier à 5% par an et que les dividendes sont réinvestis tous les ans et me sont reversés qu'une fois par an? À la fin des 43 ans, finalement, quel est le montant total épargné, que ce soit moi en termes d'épargne au global avec mes 600 € par mois et grâce à l'effet des intérêts composés? Est-ce que tu peux me donner le montant total et la répartition? Alors, j'ai fait le calcul. Au bout de 43 ans, en épargnant 600 € par mois, tu auras investi environ 309 600 € de ta poche. Avec un rendement de 5% et les intérêts composés, le montant total final serait d'environ 1 050 000 €. C'est assez impressionnant de voir l'effet des intérêts composés sur une si longue période. Merci ChatGPT. C'est là que tu te rends compte que c'est une dinguerie. Donc en fait,
l'État français te proposait de te rendre 330 000 euros. Et en fait, si tu le fais par toi-même, et encore une fois, là, tu vois, j'ai été soft parce que 5%, je vais t'expliquer que c'est très facile d'avoir du 5%, tu te retrouves avec minimum 1 050 000 euros à ta retraite. Et ça, encore une fois, c'est juste ta capitalisation. Donc, c'est du cash que tu peux laisser placer et qui va te rapporter donc 5% par an. Donc, c'est 1 050 000 euros en capitalisation sur des actions. Eux vont te rapporter 5%. Et ça fait qu'à ta retraite, rien qu'avec sans toucher à ton capital, tu peux prendre au moins 50 000 euros tous les ans pour vivre. Ce qui est déjà 3 fois plus que les 1 400 euros que l'État français te redonne. Donc, si tu gères ta retraite par toi-même, en fait, tu fais 3 fois mieux que l'État français. Et encore une fois, avec du 5% qui est vraiment le truc le plus simple à obtenir sur du long terme. Encore une fois, c'est parce qu'on parle du long terme. Tu peux avoir des phases de haut, des phases de bas, mais ces volatilités de marché, en tout cas, ces cycles haussiers-baissiers viennent complètement se corriger. Et donc, on voit que la puissance des intérêts composés te permet de passer de 310 000 euros de ce que tu as réellement épargné à 3 fois plus. Donc ça, c'est uniquement parce que tu as réinvesti tous les dividendes tous les ans qu'on t'a versé pendant les 43 années. Donc simplement, au lieu que ce soit mon employeur qui place ça dans une caisse de retraite dans le système français, moi je récupère ces 600 euros, je les place moi-même à 5%, ce qui est relativement bas historiquement, et je me retrouve avec 3 fois plus au moment de ma retraite, quoi. C'est ça. Et moi, ce qui me frustre et ce qui me fait hurler intérieurement, c'est de me dire qu'en fait, tu ne peux pas le faire toi-même. L'État français ne t'autorise pas à dire « Ok, mon employeur, tu n'as pas le choix, tu es obligé de rentrer dans le système, tu sais que le système il est pété, tu sais que ça va s'effondrer, pas besoin d'une boule de cristal et tu n'as pas le choix. » Tu vois, c'est comme la sécurité sociale. Si tu veux te gérer toi-même au niveau de ta santé, tu ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? C'est parce que l'État français sait qu'on est dans un Ponzi et il ne peut pas justement arriver à égaliser ce système. Donc, si on peut le démanteler, sinon il y a tout qui sinon, il y a tout qui pète. Et donc, en fait, ils veulent qu'un maximum de personnes restent là-dedans. Parce que si, tu vois, de manière individuelle, on commence à sortir du système, en plus, qui va sortir du système? Ben, forcément, ceux qui gagnent le plus d'argent. Là, on a pris les médians. Mais là, je te parle des médians. C'est encore plus vrai pour ceux qui ont des salaires plus importants. Parce que ce n'est pas 70% du salaire forcément qu'ils auraient rendu, c'est un peu moins, donc eux ils cotisent plus que les autres et donc ça serait eux qui auraient le plus d'intérêt à sortir et pourtant c'est ceux qui pendant leur période d'activité quand ils travaillent sont les plus taxés. Et donc tu as une précarité du système qui fait que tout le monde sait que ce n'est pas efficient et pourtant personne ne peut en sortir. Et donc, comment est-ce que je fais moi là? Alors, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est un système FIRE. Donc, le système FIRE, très en vogue aux États-Unis, parce que justement, on est sur un système par capitalisation individuelle, qui est de dire Financial Independence Retire Early. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir une autosuffisance financière. Tu vas être libre financièrement. Donc, si tu veux, la retraite, c'est quoi? La retraite, c'est juste avoir une rente d'argent qui t'est reversée tous les mois. Alors que tu ne travailles plus. Alors que tu ne travailles plus pour faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, moi, j'ai horreur du système français parce que le système français ne te permet pas de continuer à travailler. C'est qu'on te dit, c'est noir ou c'est blanc. C'est tu es à la retraite, tu dois arrêter de travailler, tu te remets à travailler, on vient repousser tes droits à la retraite. Alors qu'en réalité, les habitudes de travail des gens sont en train d'évoluer. Moi, je viens d'avoir 2 enfants. J'aurais aimé pouvoir avoir une partie de ce que j'ai capitalisé, donc en tout cas de ce que j'ai payé pour ma retraite, peut-être pendant les 2 ans où je venais d'avoir des enfants pour passer du temps avec eux, et cotiser plus longtemps en fin de carrière. Okay, ouais. Et donc, cette notion d'être libre financièrement, c'est-à-dire se constituer un matelas de produits financiers qui travaillent pour toi, produits financiers ou produits immobiliers, pour avoir des revenus qui te permettent de vivre, même si tu arrêtes de travailler, si tu veux faire un tour du monde, si tu veux changer d'activité, etc. Okay. Et donc, ce mouvement FIRE, c'est de dire comment je fais pour avoir cette liberté financière, pour choisir si j'ai envie ou non d'aller travailler ou de faire autre chose. Ouais. Ça ne veut pas forcément dire je m'arrête de travailler, ça veut juste dire je peux choisir quand je me lève le matin. Ouais. Alors, de manière globale, ce système FIRE, il va nécessiter que tu aies des actifs qui travaillent pour toi, donc des actifs qui te ramènent un revenu. Ces actifs, ils peuvent être divers, ils peuvent être le plus commun en France, c'est l'immobilier. Là, on t'a mis la bonne répartition de quelqu'un qui doit avoir justement des actifs et comment je les répartis. Donc, il y a l'immobilier. L'immobilier, ça doit faire partie de ton patrimoine d'actifs. Et d'ailleurs, tu dois commencer par l'immobilier. On va pouvoir y revenir dessus et je vais t'expliquer comment on commence par l'immobilier pour justement se constituer ce parc. Ensuite, tu dois avoir des actions. Pourquoi? Parce que les actions sur un temps long montent toujours et prennent à peu près 10% par an de valeur.
Et comment je diversifie mes actions sur un maximum un portefeuille très large pour pas justement être exposé à certaines entreprises qui pourraient soit faire faillite. Donc on va exposer le portefeuille à un maximum d'actions et en termes de diversification. Ouais. Toujours garder un peu de liquidité, alors 20%. Liquidité, c'est donc c'est du cash. Ouais. Juste du cash pour faire face à des coups durs qui devraient arriver ou pour saisir des opportunités si elles se présentent. Ouais. La liquidité, on met 20%, mais ça dépend surtout de combien tu gagnes. La liquidité, c'est être capable de faire face à peu près 6 mois d'arrêt complet du travail. Donc, si par exemple, tu sais, et ça dépend aussi de tes besoins personnels. Si tu as besoin de 1 500 € pour vivre par mois, bon, bah, tu vas calculer 6 mois de 1 500 €. Il y en a qui sont plus frugales, qui ont besoin de moins. Il y a des personnes qui ont besoin de plus. Donc, c'est en fonction de toi aussi tes besoins et c'est toi qui te connais le mieux. Je sens un peu plus, moi. Et ensuite, tous les produits alternatifs. Et les produits alternatifs, c'est là où tu peux te faire des kiffs. Donc, tu vois, Brix, c'est un produit alternatif. C'est un produit avec beaucoup de rendement. Il y a de la sécurité, mais il y a quand même beaucoup de rendement. Mais c'est de l'alternatif. Tu vas pouvoir, tu vois, à un moment donné, ceux qui investissaient dans des NFT, c'était de l'alternatif. C'est vraiment où tu es prêt à avoir des rendements importants et à prendre un peu plus de risques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On permet la répartition. Et l'alternatif, comme c'est où il y a le plus de rendement mais le plus de risques, ben, on te dit, tu vas en mettre un peu moins et ça vient compenser le rendement important. Ouais. Moi, je te propose de commencer par l'immobilier parce qu'en fait, quand tu débutes dans la vie active, le principal, c'est déjà acheter ton immobilier et après, on va voir dans un second temps comment épargner des petites sommes d'argent tous les mois pour pouvoir soit investir dans du crowdfunding sur des produits alternatifs, soit investir en bourse et soit te constituer un matelas de sécurité. Mais avant même tout ça, il faut commencer à investir dans l'immobilier pour une seule et simple bonne raison. L'immobilier en France, c'est le seul placement qui te permet d'avoir un effet de levier. Alors, c'est quoi l'effet de levier? C'est ta capacité à avoir un crédit immobilier. Quand tu mets en place un crédit immobilier, c'est une somme d'argent qui t'est prêtée par le banquier, qui ne t'appartient pas, et pourtant qui va te permettre d'acheter quelque chose qui vaut 100 000, 200 000, 300 000 € en termes de valeur d'actif. Donc la première chose à faire pour moi, si tu n'as pas une volonté d'acheter 10 immeubles, 50 immeubles comme certains que tu vois dans des vidéos et qui disent comment devenir millionnaire dans l'immobilier, non. Cherchons pas à devenir millionnaire dans l'immobilier, cherchons juste à préparer la retraite. Pour préparer la retraite, comment tu fais? Tu achètes ta résidence principale. Ta résidence principale, c'est soit ton appartement, soit ta maison. Si tu sais que tu vas y passer plus de 4 ans, plus de 5 ans, achète. Pourquoi? Parce que déjà, la RP, en termes de fiscalité, zéro fiscalité à la revente. Et plutôt que de balancer un loyer par les fenêtres, tu vois, si on reprend la petite machine, c'est exactement ça. Tu es sur ta RP, tu balances du cash tous les mois par la fenêtre. Et alors que si tu as mis en place un crédit immobilier pour acheter ta RP, à chaque fois que tu payes un remboursement de crédit, c'est de la capitalisation. C'est qu'au bout de 20 ans, ton appart que tu as acheté 200 000 €, il t'appartient, il vaut plus de 100 000 €, il vaut 300 000 parce qu'il y a l'inflation qui est passée par là. Okay. L'inflation, et c'est ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que on parlait de 0,1% de rendement sur la retraite dans le système français. Mais l'inflation en France, en ce moment, c'est 6-7% par an. On te fait croire que c'est 5%, va voir le prix au supermarché, tu vas voir que l'inflation, pour moi, elle est proche des 10% par an. Bon, ben, quand tu prends 10% par an, ça veut dire que tout ton cash, il est déprécié de 10% par an. Donc, à ne rien faire avec ton argent, ça perd de la valeur. Quand tu le mets dans de l'immobilier, ben, l'immobilier, sur du long terme, ça monte. Et donc, l'appartement que tu as acheté 200 000 €, dans 20 ans, tu l'auras remboursé, il en vaudra 300, 400 000. Et donc, ça, c'est déjà le meilleur pilier pour te créer un patrimoine pour sécuriser ta retraite. Une fois que tu as fait cet immobilier-là, et que, en moyenne, si on reprend les 2 000 € de salaire médian par mois, avec 2 000 €, donc en France, tu as une capacité d'endettement de 33% maximum. Donc ça veut dire que le banquier va te prêter avec une capacité où tu devras rembourser maximum 600 € par mois, environ 600-650 € par mois à la banque. Donc ça veut dire quand même qu'avec 600 € par mois, sur 25 ans, tu peux acheter un appartement ou une maison en fonction de la ville ou de la région dans laquelle tu es à 150 000 €. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tous ceux qui gagnent 2 000 € net par mois et qui n'ont pas acheté un appartement à 150 000 € par mois, 150 000 € global, ne sont pas au taquet de leur capacité d'endettement. Ouais. Et donc, moi, ce n'est pas une capacité d'endettement, pour moi, c'est une capacité d'enrichissement. Donc, foutez-vous au taquet de votre capacité d'enrichissement et allez acheter votre appartement à 150 000 € parce que ça, c'est de l'argent que vous aurez dans 20 ans, dans 25 ans, qui vous appartiendra et qui aura doublé de valeur minimum. Donc,
Si tu as une chose à faire pour préparer ta retraite, c'est ça. Et donc, les mecs qui nous regardent et qui n'ont pas encore acheté leur appartement à 150 000 euros, allez voir votre banquier et faites tout de suite un achat. Ça va te coûter quoi? Ça va te coûter uniquement les frais de notaire plus potentiellement 10%. Donc, effectivement, les frais de notaire là-dessus sur un achat à 150 000 euros, plus ce que va te demander le banquier, tu as quand même à peu près 15 à 20 000 euros d'apport. Donc, essayez d'aller voir famille, proche pour essayer d'avoir 15-20 000 euros d'apport. Parce que ces 15-20 000 euros que vous allez mettre aujourd'hui, ils vont se transformer en 300 000 euros dans 20 ans. Et donc, tu vois que tu as fait à peu près fois 20 sur ton investissement des 15 000 euros sans prendre de risque parce que tu habites dans la maison. Et en plus, comme c'est ta RP, si tu décides de la revendre, c'est net de taxation. RP, c'est donc résidence, résidence principale. Ouais. Si c'est fiscalement considéré comme ta résidence au niveau des impôts, hein, si c'est la résidence que tu as déclarée au niveau des impôts, net de fiscalité, donc meilleur placement. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est une fois que j'ai fait ça et que je suis au taquet de ma capacité d'endettement et que je ne peux plus investir et que je n'ai pas envie de partir dans un montage de SCI, holding, comme certains influenceurs essayent de te le vendre et qui marche très bien. Si tu veux devenir millionnaire, c'est la meilleure façon de faire. Mais c'est beaucoup de galères administratives et il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui veulent juste un moyen simple, très pratique à mettre en place tout de suite. Ouais. Sans se prendre la tête, avec des montages, avec des avocats, avec des fiscalistes. Là, on va parler du montage simple, de comment tu crées une retraite à 1 50 000 euros à la fin de ta vie, ce qui est très bien. Et donc, pour faire ça, une fois que déjà tu as mis 300 000 euros là de côté avec ce schéma de résidence principale immobilier, on va voir comment on fait le reste. Ok, donc moi, partons du principe que je gagne 2 000 euros par mois. Quel devrait être mon objectif pour que ce soit simple et vraiment que ça ne me prenne pas la tête à faire? Bon, déjà Théo, tu as tout dit, il faut se fixer un objectif. Si tu ne fais pas ça et si tu ne te mets pas un objectif qui est un objectif le plus bas possible par rapport à ce que tu veux faire aujourd'hui, tu ne vas pas y arriver. Pourquoi? Parce que épargner tous les mois, c'est quand même une contrainte et c'est quand même un effort. C'est comme quand tu vas à la salle de sport en début d'année avec plein de motivation. Si tu pousses trop et si tu y vas trop fort et tu n'y vas pas crescendo, en fait, un mois plus tard, il n'y a plus personne qui te voit et il y a juste l'abonnement qui a été payé pour l'année. Mais en tout cas, toi, tu as vite tombé. Donc, première chose, c'est définir son objectif. Quand tu gagnes 2 000 euros par mois, tu as quand même, on a dit maintenant, 600 euros qui partent en remboursement de ta résidence principale. Tu as potentiellement un crédit voiture, tu as potentiellement des charges diverses. Donc, on va mettre entre 500 et 800 euros de charges diverses par mois. Donc finalement, pour tes loisirs et l'à côté qui te reste, tu te retrouves entre, je ne sais pas, allez, disons, il te reste 500 euros tous les mois. Okay. Bon, ne mets surtout pas 500 euros de côté tous les mois. C'est trop. En termes d'épargne, il faut vraiment que tu commences petit parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que juste en commençant petit, avec des toutes petites sommes d'argent, à la fin, ça peut déjà faire un montant qui est énorme par rapport à ta retraite. Donc moi, ce que je conseille, si tu gagnes 2 000 euros par mois, c'est de ne pas dépasser les 10%. Donc, par mois, maximum, tu vas épargner 200 euros par mois. Et si certains trouvent que c'est trop, épargner 100 euros. Et si certains trouvent que c'est trop, épargner 50 euros. Parce que la seule discipline d'être capable d'épargner 50 euros par mois, tu vas voir qu'il y aura des mois où tu mettras 100 euros de côté, il y aura des mois où tu mettras 200 euros de côté. Mais juste ces 50 euros par mois, je veux que tu les oublies. Tu n'y touches plus jamais pendant les 43 prochaines années. Le plus important, c'est vraiment la régularité. C'est la régularité. Chaque mois, tu mets 50 euros minimum. Quoi. Exactement. Ouais. Et la discipline, c'est de ne pas y toucher. Il ne faut pas que tu viennes te dire « Ah, j'ai un coup dur. Ah, c'est l'anniversaire de un tel. Ah, c'est Noël. Ok, je viens prendre les 600 euros que j'ai épargnés sur un an. » Non, ça, il faut… C'est mis de côté et on n'y pense pas. Tu n'y penses pas. Partons du principe que tu as réussi à épargner 10% de ton salaire par mois, à savoir 200 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Tu vas aller sur des plateformes. Donc ça peut être Brix sur de l'immobilier, sur des investissements financiers, il y en a beaucoup, et tu vas investir sur des ETF. Donc les ETF, on a dit qu'il fallait diversifier au maximum. Donc en bourse, quand tu investis sur des ETF, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des trackers, c'est des fonds d'investissement dans lesquels tu investis. Eux, ils vont diversifier cet argent sur potentiellement 50 actions, 100 actions, 200 actions de sociétés différentes. C'est comme un panier d'actions. C'est un panier d'actions et le plus connu, c'est MSCI World. Donc, en fait, ça vient investir quasiment sur toutes les actions cotées dans le monde et ça te fait une diversification qui est par secteur d'entreprise et qui est par géographie aussi. Et donc, tu as la meilleure diversification possible. Et donc, quand tu fais ça,
comme tu as investi sur toutes les actions qui sont cotées en bourse, sur de la durée longue, encore une fois, on a dit que ça allait prendre 10% de plus-value par an. Donc là, tu ne prends pas de risque, tu ne vas pas te dire ok, je vais prendre quelle action du Google, du Amazon. Tu prends un ETF qui fait déjà le travail pour toi de diversification et tu fermes les yeux. Exactement. Donc, si tu devais faire une répartition, en tout cas moi, si je devais faire une répartition, tu vois, par rapport à notre tableau qu'on a mis, sur 200 €, je me dirais que je vais mettre 100 € sur des ETF. Je vais mettre 80 € sur un Brix, donc une solution qui te permet de faire de l'immobilier qui te rapporte du 10% par an. Et là, c'est pareil. Tous les mois, tu mets 80 € sur Brix, tu le réinvestis sur des propriétés en automatique. Donc, tu vois, on a une fonctionnalité d'investissement automatique, donc tu n'as même pas besoin de t'en charger. Et si tu veux un petit matelas de sécurité, peut-être que tu vas garder 20 € ou un peu plus en liquide. Au cas où, tu vois. Donc ça te fait tous les ans 20 € et tu vas voir qu'à la fin tu auras une poche de liquide. Et bon, tu peux faire varier un peu les répartitions comme tu veux. Et donc maintenant, on va essayer de déterminer juste cette épargne de 200 € par mois, combien ça m'aurait rapporté sur une durée de 43 ans. Donc là, encore une fois, on a déjà mis 600 € sur ma résidence principale. Ouais. Donc, et on va rajouter 200 € sur des placements qui sont là, cette fois-ci, des placements financiers. Donc, encore une fois, moi, ce que je te propose, c'est qu'on demande à ChatGPT ce qu'il en pense. Il va nous faire le calcul et on va voir ce que ça donne. Alors, ChatGPT, on a un challenge pour toi. On se pose la question d'une personne moyenne qui a un salaire médian de 2 000 € par mois. Elle vient d'acheter sa résidence principale pour un montant de 150 000 € sur 25 ans. Donc, elle a un remboursement de crédit d'environ 600 € par mois, sachant que l'immobilier prend à peu près 5% de valeur par an. On va prendre cette idée-là, donc ça double à peu près de valeur tous les 20 ans pour suivre l'inflation. Et de plus, cette personne-là va épargner en plus à peu près 200 €, donc 10% de son salaire net. Elle va l'épargner à hauteur de 100 € par mois sur des ETF MSCI World avec la plus-value des actions sur la durée. Et elle va mettre également 20 € en épargne liquide, par exemple sur une assurance vie ou quelque chose d'assez liquide ou un livret A. Et 80 € vont être investis sur la plateforme Brix.co qui rémunère à hauteur de 10% par an en moyenne avec des revenus qui sont reversés de manière mensualisée. Et moi, le calcul que j'aimerais que tu fasses, c'est nous dire, au bout de 43 ans, tout cet argent-là qui a été épargné, combien il représente et nous donner la répartition par typologie d'actifs là-dessus. Pour l'immobilier, en partant d'une valeur initiale de 150 000 € et en supposant une croissance de 5% par an, au bout de 43 ans, la valeur de ce gain serait d'environ 1 100 000 €. Pour les ETF, avec un rendement annuel moyen de 7%, les 100 € par mois investis sur 43 ans représenteraient environ 385 000 €. Pour l'épargne liquide, qui est plus stable, on aurait environ 14 000 €. Et pour l'investissement sur Brix.co, à 10% par an, les 80 € par mois se transformeraient en environ 280 000 €. Donc au total, on arrive à environ 1 719 000 € en combinant tous ces investissements. Attends, on est à 700 000 € de plus là. Non, mais c'est incroyable. Et en fait, tu viens de générer 1 719 000 € en faisant deux choses, en arrêtant de jeter de l'argent par les fenêtres, en payant un loyer et juste en achetant ta résidence principale. Donc on vient de dire que tu as fait un investissement de 150 000 € qui s'est transformé en 1 100 000 €. Et ça, tu vois, ça paraît dingue comme ça, dit comme ça, mais moi, ma mère, il y a 43 ans, elle a acheté une maison qui était en francs. Donc c'était 100 000 francs, elle a transformé en 200 000 €. Donc si tu veux, entre 100 000 francs à l'époque, ça valait plus ou moins combien en euros? C'est 15 000 €. 15 000 €. Donc tu vois, ça a fait x10. Ouais. x10 et on parle d'il y a à peu près 40 ans. Okay. Donc on voit que l'inflation, tu arrives à faire des x10 sur des périodes assez longues. Donc il n'y a rien de fou à se dire que l'appartement d'aujourd'hui à 150 200 000 €, il se transformera en quelque chose qui vaut 1 million d'euros dans 45 ans. Et ensuite, sur les ETF, on voit le pouvoir de la prise de valeur, de la capitalisation et de l'épargne régulière pour se retrouver, tu vois, avec… donc là, c'est l'argent que tu épargnes, tes 600 € par mois,
qui ne sont pas jetés par les fenêtres. Et en plus, tu vois, ce que je n'ai même pas rajouté dans le calcul, c'est qu'au bout de 25 ans, tu as fini de rembourser. Donc, si tu as eu cette discipline de mettre 600 € de côté, tu peux continuer à le faire. Parce que tes 150 000 €, ils avaient été remboursés au bout des 25 ans. Donc, de 25 à 43 ans, tu avais encore la capacité de réinvestir ces 600 €, de reprendre un autre bien. Donc, on pourrait largement dépasser les 2 millions d'euros au total. Attention, dans tout ça, ce dont on ne parle pas, c'est la fiscalité. Parce que ça soit sur les ETF, sur Brix, quand vous allez sortir, il y a de la fiscalité, donc il y a de la flat tax. Le bien immobilier, ça va, parce que c'est ta résidence principale, si tu es toujours à l'intérieur. Mais ici, il y a de la flat tax, donc tu es à 1,7 million en brut, et potentiellement, tu vas te retrouver à 1,2 million en net. À la fin, 1,2 million, plutôt 1,3 million. Mais donc, je n'ai pas fait exactement les calculs de la fiscalité, mais sur tout le gain lié à ce que tu vas gagner sur les ETF et Brix, tu as 30% la flat tax de fiscalité. Alors ça peut évoluer dans le temps. Aujourd'hui, on est à 30%. Mais en tout cas, peu importe les calculs, on voit que tu dépasses, juste en mettant 10% de ton salaire, à savoir 200 € d'épargne sur une durée très longue, tu dépasses les 1 million d'euros net très largement, arriver à l'âge de ta retraite. Mais donc là, on arrive avec 385 000 après 43 ans, mais concrètement, combien est-ce qu'on a investi au total? Ça fait combien? C'est 100 € par mois sur les ETF, c'est 80 € sur Brix.co et le livret A pour arriver à ces montants aussi énormes, quoi. Ouais, ça c'est une super question parce que là, on va pouvoir mettre en avant justement l'intérêt de la prise de valeur des actifs et des intérêts composés. Donc, tu vois, pour rappel, ton bien immobilier, tu l'as payé 150, alors j'écris pas très bien, mais 150 000 €. Il s'est transformé en 1 100 000 €. Donc, vraiment, l'immobilier fonce et achète ton bien immobilier dès demain. Les banquiers, ils vont être contents, ils vont voir débarquer du monde à la banque. L'ETF, on s'est dit qu'on mettait 100 € par mois pendant 43 ans. Donc, 100 € par mois, ça fait 1 200 € par an sur 43 ans. Donc là, on a investi 51 600 € qui se sont transformés en 385 000 €. Donc là, tu as quasiment un x8 qui s'est opéré avec les ETF sur 43 ans. Donc on va te le mettre, alors c'est approximatif, mais x8. Ouais. Sur Brix.co, on a dit qu'on mettait 80 € par mois. Donc 80 € par mois sur 43 ans. Ça te fait 960 € par an. Sur 43 ans, c'est 41 000 €, 280 qui ont été investis. Et là, c'est pareil, tu les as transformés en quasiment 300 000 €. Donc là, tu as un multiple qui est à peu près le même, pas loin des x8. On va faire le calcul. Ça fait un x7. Et ensuite, sur le livret A, le livret A, je pense qu'il n'a pas forcément calculé le taux du livret A. On va voir avec lui. On a dit qu'on mettait 20 € par mois. 20 €, ça fait 240 à l'année, fois 43. Ah si, il nous a pris en compte le taux parce qu'on a épargné 10 320 € et ça nous a rapporté 14 000 €. Donc déjà, en plus, on voit que le taux du livret A n'est pas ouf parce que ça ne rapportait pas grand-chose, passer de 10 000 à 14 000. Tu vois, là, tu as fait 1,4 fois. Ouais. Quand là, tu fais x7 et sur les ETF, tu fais x8. Donc, on voit l'intérêt d'avoir un matelas de sécurité en cas de coup dur, mais laisser son argent au niveau du livret A, ce n'est pas du tout intéressant. Et maintenant, ok, sympa, c'est 43 ans, mais c'est quand même difficile de se projeter sur une période aussi longue. Sur 10 ans, ça donne quoi? Alors, ça c'est une très bonne question. Si tu es pressé ou que tu veux accélérer la machine, parce que là c'est un super système qui est complètement passif. Ouais. Donc quand tu as un système passif, ok, tu n'as pas la charge mentale de t'en occuper, mais ce n'est pas forcément le plus rémunérateur. Si tu veux un système un peu plus actif, ce que tu vas faire pour accélérer ou un peu booster sous adrénaline ta capitalisation, ça repose principalement sur l'immobilier. Sur l'épargne au niveau de tes produits financiers, tu ne touches à rien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tous les 10 ans revendre le bien immobilier, ta résidence principale. Pourquoi? Parce que tu vas encaisser des gains du capital que tu vas pouvoir réinvestir tout de suite et remettre de l'effet de levier. Alors, c'est un peu technique, accroche-toi, mais tu vas voir, on va vulgariser la chose. Quand j'achète mon bien immobilier à 150 000 €, donc j'ai 150 000 € de crédit. Au bout de 10 ans, et j'ai une valeur d'immobilier qui vaut 150 000 €. Au bout de 10 ans, comme j'ai emprunté sur 25 ans,
j'ai à peu près déjà 60 000 euros de capital qui ont été remboursés. Ouais. Donc ça, c'est de l'argent. À coût de 600 euros par mois. À coût de 600 euros par mois, j'ai déjà remboursé 600 000 euros. C'est de l'argent qui m'appartient et qui est verrouillé dans le bien immobilier. Donc sur ces 150 000 euros, j'ai 60 000 euros maintenant qui m'appartiennent et la différence, à peu près 90 000 euros qui sont toujours à rembourser à la banque. Ouais. Sauf que mon bien immobilier qui valait 150 000 euros initialement, il a pris de la valeur lui aussi. En 10 ans. Ouais. Donc disons qu'il vaut 220 000 euros aujourd'hui. Donc 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Ouais. 10 ans plus tard, il vaut 220 000 euros. Donc je me retrouve 10 ans plus tard avec un bien à 220 000 euros et plus que 90 000 euros à rembourser à mon banquier. Si tu revends, si tu es impatient, tu revends ce bien immobilier, tu vas rembourser les 90 000 euros à ta banque, il va te rester la différence, 130 000 €. Et comme c'était ta résidence principale, on a dit net de fiscalité. Donc là, tu viens de récupérer 130 000 €. Maintenant, tu retournes voir ton banquier avec ces 130 000 euros. Et même si ton salaire n'a pas du tout évolué, tu vas pouvoir racheter quelque chose qui est plus important. Pourquoi? Parce que le banquier va, avec 130 000 euros d'apport, souvent accepter de dépasser un peu le seuil d'endettement et va pouvoir te prêter une somme un peu plus importante. C'est quand tu deviens pote avec le banquier. Là. Et là, tu deviens pote avec le banquier parce que le banquier, déjà, il y voit son intérêt. Donc, c'est peut-être pas 600 euros qui va te permettre de mettre en mensualité, mais 700, 750 parce que justement, tu es très sécure dans la mesure où tu apportes 130 000 euros. Cette fois-ci, ce n'est pas un appartement à 150 000 euros que tu vas acheter, mais une maison à 400 000 euros. Et là, tu changes de catégorie et tu passes souvent sur des biens immobiliers qui prennent encore plus de valeur dans le temps aussi. Parce qu'on sait que les maisons, c'est plus rare. On sait que, tu vois, dans les villes comme Bordeaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, bah, quand tu as eu la capacité d'acheter une maison à 400 000 euros avec un petit bout de jardin bien placé en centre-ville, bon, bah, elle va prendre plus de valeur que si tu avais eu un simple appartement. Et donc là, tu accèdes à une nouvelle typologie de biens immobiliers ou alors, si l'appartement te convient, tu vas pouvoir, avec ces 130 000 euros, acheter un nouvel appartement et te racheter une résidence principale. Okay. Donc, tu peux repartir, une fois que tu as revendu ici, tu peux repartir à la case départ pour toi et refaire ce flot, garder ces 130 000 euros et ces 130 000 euros, tu achètes un nouveau bien immobilier que lui, tu mets en location. Et cette fois-ci, un bien immobilier à 130 000 euros, ça va te rapporter, si on dit que ça fait du 5% de rendement, tu vois, qui n'est pas un rendement agressif, ça va te rapporter à peu près du 600 euros par mois. Et donc, avec ces 600 euros par mois, tu te retrouves à rembourser le premier ou à pouvoir les capitaliser de plus. Et donc là, maintenant, tu n'as plus un seul bien immobilier, tu en as deux qui rapportent 600 euros. Et donc, tu viens de doubler grâce à l'immobilier en revendant le premier, en faisant deux opérations cette fois-ci. Tu viens de doubler ton épargne grâce à l'immobilier. Et donc, c'est pour ça que ceux qui ont envie d'avoir un système un peu pimpé aux hormones, je conseille de revendre tous les 10 ans et d'encaisser la plus-value pour multiplier les opérations. De manière simple, tu vois, tous les 10 ans, c'est pas non plus exceptionnel. Hein, je ne vous dis pas d'acheter 10 appartements dans l'année, mais comme ça, de revendre, d'encaisser ta plus-value, parce que c'est une plus-value qui dort, et de multiplier les opérations avec progressivement un appartement en locatif, 2 appartements en locatif, 3 appartements en locatif. Et donc, tu arrives à l'âge de la retraite avec potentiellement ta résidence principale et 2-3 appartements qui sont sur du locatif, qui sont payés. Et là, c'est full marge. Et on voit bien que tu es arrivé à ton système FIRE sans te mettre dans le dur, à avoir justement un équilibre financier, en tout cas une indépendance financière qui te permet de décider ou non, à partir du moment où tu as plusieurs appartements qui travaillent pour toi, de continuer ou pas à travailler. Cet argent-là, encore une fois, tu peux soit l'utiliser pour te faire des kiffs à partir d'un certain moment et pour plus travailler, soit tu peux décider de le réinvestir, qui lui aussi va fructifier dans la durée. Alors là Théo, j'espère que c'est clair et que ça a été bien vulgarisé parce que ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Je veux que tous ceux qui regardent la vidéo se disent « Ok, je peux le faire. Ok, je peux commencer à aller voir demain mon banquier pour acheter mon appartement, ma résidence principale. Ok, je suis en capacité de mettre 50 euros, 100 euros, 200 euros de côté tous les mois et j'ai compris dans quoi je peux le placer. » Donc ça, c'est vraiment le système le plus simple. On n'est pas sur de la suroptimisation. Je ne suis pas en train de montrer des montages complexes. Et ça, c'est vraiment le moyen le plus simple de te sécuriser par rapport à un système financier des retraites qui imploserait en France. Tu vois, le meilleur scénario, c'est la personne qui a fait tout ça et qui, en plus, a sa retraite.
là, c'est jackpot. C'est que tu sais que tu as déjà du capital de côté et tu as en plus ta retraite. Tu vois, moi, ma volonté, c'est pas que le système s'effondre. C'est juste de l'extérieur, avec ma vision. D'être alarmiste sur ce qui se C'est passe. alarmiste, c'est intenable financièrement. Il faut que tout le monde rentre là-dedans. Ok. Et on parle de 43 ans depuis le début. C'est 43 ans, un jeune qui arrive dans la vie active. Ça marche même si tu as 50 ans. Si tu commences à faire ça à 50 ans, ok, tu n'auras peut-être pas les sommes qu'on a indiquées, qui reposent beaucoup sur la durée longue. Tu vas peut-être pas avoir 1 50 000 euros, mais tu auras quand même de l'argent. Tu vois, ma mère, elle a commencé à acheter assez jeune une résidence principale. Elle n'a jamais fait d'épargne derrière. Elle vient à peine de revendre. Elle a touché 150 000 euros qu'elle a réinvesti dans un appartement. Ça ne va pas lui faire une grosse retraite, mais à minima, elle aura 600, 800 euros par mois de retraite. Et donc, il faut vraiment que tous ceux qui nous regardent se disent « Ok, comme tu le disais tout à l'heure, hier c'était le bon moment, et ben, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est que c'est maintenant que je dois le prendre en considération parce que potentiellement, et surtout demain, ça sera trop tard. Donc, regardez. Et moi, ce que je te propose, c'est que en dessous de la vidéo, on met justement des tableaux qui permettent aux gens de faire ces calculs de manière très simple, très activable et que les gens n'aient pas peur. En fait, souvent, ce qui freine, c'est la crainte de ne pas savoir par quelle étape le prendre. Donc, on va vous mettre un guide pour vous expliquer où aller, comment faire et comment structurer ça de manière très aisée. Donc, pour accéder à ces ressources, cliquez sur le lien en description que je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, merci énormément Cédric pour toutes ces explications. Mais on sent que ça tient à cœur cette situation de retraite. Pourquoi ? Alors, moi, tu vois, je suis tiraillé parce que j'ai toujours créé des boîtes et j'ai toujours travaillé, j'ai toujours cotisé parce que je crois à ce modèle social. Moi, je viens d'un milieu très pauvre et en fait, j'ai bénéficié de ce système de répartition des richesses parce que sans ça, tu vois, j'aurais pas réussi à faire des études. Sans ça, ça aurait été compliqué. J'ai une maman qui a élevé seule 4 enfants et ce système social français, il est juste génial et il faut pas le perdre. Mais j'ai aussi fait des études de finance et je vois que, tu vois, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va imploser et par manque de courage politique. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'on en arrive à une situation qui est complètement absurde, alors que là, on est encore c'est encore temps de réagir. Et donc, moi, j'invite les gouvernements à se saisir du truc, même s'il y a beaucoup d'économistes, mais à avoir ce courage de dire il faut changer les choses à un moment donné. Et surtout, je veux éduquer les citoyens français sur le fait qu'il y a des choses qui sont inéluctables. Travailler plus, à un moment donné, si on reste par répartition, il faudra le faire. Donc, ça ne sert à rien d'être dans la rue parce que, en fait, ce que les gens veulent comme acquis détruisent aussi le système qu'on connaît aujourd'hui. Et tu vois, moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec Brix.co qui te permet très facilement de répartir ton argent dans de l'immobilier. Donc, tu vas prêter des petites sommes d'argent à des opérateurs immobiliers. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a dit ça, c'est très bien de dire à toutes les personnes qu'elles vont devenir millionnaires. On peut vendre beaucoup de paillettes sur les réseaux et dans des émissions. Mais de manière très concrète, les gens ne sont pas capables de faire des projets immobiliers, tu vois. Ça demande quand même des ressources, ça demande… souvent, tu es dans ton job et tu n'as pas la ressource ni intellectuelle ni la bande passante pour monter un projet immobilier qui va être de la découpe d'appartements. Ouais, et c'est pas du tout passif, quoi. Et c'est pas du tout passif. Et à l'autre bout du spectre, tu as des personnes qui sont motivées, des jeunes qui en veulent, qui ont envie de faire des opérations de marchand de biens et aujourd'hui, elles ne se font pas accompagner par les banques. Et si tu mets en relation ces deux parties, en fait, tu peux avoir des personnes qui viennent mettre 10 € sur ma plateforme dans des projets immobiliers, qui récupèrent tous les mois des intérêts et tu te retrouves avec cette dynamique de capitalisation et d'intérêts composés qui, à la fin, te permet d'avoir soit un complément de revenu, soit un complément de retraite. Donc, en fait, ça permet le meilleur des deux mondes tout en étant sécurisé sur de l'immobilier, qui est une valeur très fiable, avec des hypothèques. Donc, tu vois, tu as un risque qui est quand même assez faible quand tu investis dans ces opérations et qui te permet, justement, de manière très passive, comme tu l'as dit, de commencer avec des tout petites sommes d'argent et de monter progressivement. Et ça, on l'avait beaucoup sur des produits financiers. Tu as des dizaines d'applications, tu vois, ça sert même plus à… Je n'ai pas besoin d'en faire la promotion, tu les vois à la télé, il y a plein d'applications financières qui te permettent de faire ça sur des produits financiers bourse, mais il n'y en avait aucune qui te permettait de faire ça sur de l'immobilier. Et j'ai commencé il y a 4 ans là-dessus. On a 550 000 personnes qui sont inscrites sur l'application et qui utilisent Brix, donc c'est une super réussite. Et la retraite, c'est un cas d'utilisation que je vois beaucoup chez les personnes qui utilisent notre application. Tu es peut-être au courant, moi j'avais fait une vidéo où justement je présentais Brix comme une solution pour investir son argent, ça avait super bien fonctionné. Tu pourrais pas faire un petit geste pour les gens qui nous regardent, qui voudraient aussi se lancer, qui n'ont encore jamais testé? Ouais, déjà merci pour la vidéo que tu avais faite parce qu'elle était très cool. Donc ceux qui ne l'ont pas vue,
allez regarder la vidéo de Théo parce que moi j'avais bien apprécié. Et effectivement, pour ceux qui ont du retard, moi ce que je vous propose, c'est un code promotionnel. On offrira 2% de cashback à tous ceux qui investissent. Justement pour donner encore plus d'argent. Hein. D'ailleurs, ce cashback, ne le sortez pas de la plateforme, réinvestissez-le sur les projets, ça vous permettra de gagner. En fait, c'est l'équivalent de 2% de rendement. Tu vois, on est en train de dire que le livret A, ça donne pas beaucoup. Aujourd'hui, le livret A, c'est à peu près 2% à l'année. Bon, là, dès ton investissement, tu vas avoir 2% de rentabilité qui te sont reversés cash. Donc, en fait, c'est comme si tu avais 1 an de rentabilité du livret A qui te seront reversés par Brix. On mettra en place le code Théo pour la vidéo. Magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à la caméra aux gens qui nous regardent? Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. La difficulté, c'est qu'on est dans un système français avec très peu d'éducation financière et ça nous paraît insurmontable. Et ce qui est bien sur Brix, tu vois, et c'est ce que j'ai vu, les gens en mettant 10 € et en investissant une très petite somme commencent à s'intéresser à l'immobilier et à la finance. Commencez à vous y intéresser, il n'est jamais trop tard. Et il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu d'éducation financière qu'on n'est pas en capacité de reprendre les choses en main. Et il n'y a pas meilleur que chacun pour gérer ses finances. Il ne faut pas croire que l'État français va bien gérer notre argent parce que tout porte à croire et tout montre là actuellement que c'est pas le cas, ça part en cacahuète. Donc essayez de reprendre le truc à votre échelle. Juste avec des petites sommes d'argent pour essayer de vous prendre au jeu. Commencez petit. Et commencez petit. Tu vois, toi, tu as la chance, tu es suisse. En Suisse, vous êtes bien plus éduqués à cette notion de finances personnelles. Et nous, on ne le voit pas du tout en France. Donc les gens qui viennent me parler, elles sont complètement perdues et elles se disent « je sais que j'aurai pas de retraite, mais je ne sais pas quoi faire Et non, si tu sais que tu as déjà la solution, si tu sais que tu ne vas pas avoir de retraite dans ces cas-là, forme-toi, éduque-toi. Et prends le contrôle. Et prends le contrôle. Regarde des vidéos. YouTube, c'est génial pour ça. Tu as des milliers de vidéos, tu vois, cette masterclass, mais il y en a des dizaines. Passe-toi un week-end à regarder des vidéos finance et tu vas voir que déjà, tu vas passer d'un niveau zéro connaissance à un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et... Super, merci. En tout cas, profitez du lien, il sera en description avec le code Théo pour avoir 2% de cashback. Et Cédric, je te laisse pour finir. Le pistolet de la fin. Salut, il n'y a plus de billets, on a tout terminé, plus d'argent. Plus d'argent, la Magnifique. banque bankrupt. On est bon? On est bon. Magnifique, merci beaucoup.